La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être invités à participer à ce Café Philo. Et nous sommes très honorés de la présence de François Outard, que nous avons invité à réfléchir avec nous sur différentes questions. Et François Outard est un prêtre marxiste qui a fait des contributions extrêmement importantes dans la réflexion non seulement sur l'analyse du système capitaliste, pourquoi il faut combattre le système capitaliste, mais aussi dans les perspectives de la construction d'une autre société, d'une alternative. Donc c'est essentiellement ce qu'il va présenter. Et François Outard a créé des institutions, il a participé à Vatican II, à la mouvance de Vatican II, il a créé le CETRI, le Centre Tricontinental, et la revue Alternative Sud. Ils sont des espaces très très importants pour les mouvements sociaux et tous les mouvements de libération dans les 3 continents. Et le CETRI continue à exister après 40 ans et continue à contribuer à la réflexion critique sur le système capitaliste et à l'animation de la réflexion sur les alternatives. François a également contribué à la réflexion de la commission Stiglitz, qui s'était proposé de réfléchir sur quels sont les changements qui doivent être apportés suite à la grande crise financière de 2007-2008. Et François réfléchit sur différentes questions, notamment la question des biens communs de l'humanité, la question de l'agriculture paysanne. Il a beaucoup travaillé aussi sur la sociologie de la religion. Et depuis quelques années, il travaille actuellement en Équateur, dans le cadre de l'Institut des hautes études nationales, qui se consacre à un enseignement de haut niveau, notamment sur les questions liées à l'économie sociale et solidaire. Donc je vous demande encore une fois d'applaudir François Outard. Donc nous allons commencer avec l'hymne national. Je vous demande de vous mettre debout pour entonner l'hymne national. Marchons unis, dans nos rangs pleins de maîtres, luchons, soyons un maître. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau. Nous allons écouter maintenant la chanson Fétis, Hasta siempre, comandante Che Guevara, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
poderosa y fuerte. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 no. Seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ensemble un extrait d'un documentaire qui a été choisi par la coordination de Café Philo qui s'appelle Ce qu'on appelle socialisme. Oui, je disais que les observations de Noam Chomsky soulèvent beaucoup de questions et évidemment vont faire partie du débat que nous allons faire. Et notre parti pense que la lutte pour le socialisme est essentielle aujourd'hui, surtout à cause des caractéristiques de plus en plus destructrices du système capitaliste. Donc je pense que les opinions de Chomsky vont faire partie d'un débat important et essentiel aujourd'hui, surtout que nous sommes en train de remémorer la Révolution d'octobre et que nous avons prévu toute une série d'activités au cours de cette année autour de la Révolution d'octobre et aussi autour de la publication du Capital. Alors,
Sans plus tarder, nous allons passer la parole à François Houtard. Et ceci entre dans les préoccupations que nous avons. Et nous pensons que la question de la formation est essentielle. Et cette formation ne peut avoir lieu que dans la mesure où nous créons des espaces de débat réels. Et François est porteur d'une immense expérience, puisqu'il a toujours essayé de lier théorie et pratique en accompagnant concrètement des mouvements de libération dans les pays du Sud. François, tu as la parole. Merci Camille, merci à vous tous de m'avoir invité dans ce café philo où le public me paraît très impressionnant pour passer cette soirée ensemble. En voyant le film sur Chomsky, je me suis rappelé d'un slogan ou d'une histoire que l'on racontait en Union soviétique au temps où l'Union soviétique existait encore et qui demandait quelle est la différence entre le capitalisme et le socialisme. Eh bien, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le socialisme, c'est le contraire. Ceci nous amène à devoir réfléchir de manière concrète pour ne pas tomber simplement dans l'énumération de slogans. De manière concrète, ça veut dire aussi d'une réflexion qui va jusqu'à l'interrogation philosophique. Quelle est la philosophie de base du capitalisme par rapport à celle que l'on voudrait construire, celle du socialisme? Et nous allons ce soir tout d'abord essayer de comprendre quelle est cette logique du capitalisme qui, comme le disait Schumpeter, l'économiste allemand, a un caractère destructeur de toutes les formes sociales précédentes, mais aussi un caractère constructeur qui a permis, comme le disait Karl Marx, d'être le système économique qui, dans l'histoire de l'humanité, a permis de produire le plus grand nombre de biens et de services dans l'histoire. Donc, tâchez de comprendre quelle est la logique sous-jacente de ce système en partant de la réalité, et notamment de la réalité de sa crise dans le monde contemporain. Dans une deuxième phase, nous tâcherons de réfléchir sur les solutions qui sont proposées face aux contradictions du système capitaliste contemporain. Et finalement, je tâcherai de donner quelques idées qui permettront probablement la discussion sur ce que peut être la construction d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle approche que nous pouvons appeler soit le socialisme, soit l'écosocialisme, soit le socialisme du XXIe siècle, soit, comme je l'ai fait dans une petite publication, le bien commun de l'humanité. Nous commençons donc par une vision de la réalité. Et j'aimerais bien avoir les graphiques qui doivent être projetés. Une vision de quelle est la crise et comment cette crise du capitalisme s'exprime. Pourrait-on avoir le premier graphique? Cette crise du capitalisme aujourd'hui est tout d'abord une crise du capitalisme financier. Car en effet, le capitalisme financier est celui qui domine l'économie mondiale aujourd'hui. Sur ce graphique, nous voyons d'une part une courbe descendante. C'est la courbe de l'économie réelle, de l'économie productive, de l'économie où des investissements débouchent sur la production de biens et de services. Et nous voyons la productivité de ce système, de cette partie du système, diminuer au cours des années précédentes. La courbe qui monte, et qui monte très rapidement, surtout à partir des années 2000, c'est la courbe du capital financier, la rentabilité du capital financier.
Et nous voyons que ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est la domination du capital financier dans la philosophie de l'accumulation du capital. Mais ce capital financier est un capital virtuel qui n'a pas de réalité concrète dans la production de biens et de services. C'est de l'argent qui se fait sur l'argent, avec l'argent. C'est donc une économie virtuelle que certains ont appelée l'économie casino. Et la domination de ce secteur a fait que la contradiction entre ces deux parties du système capitaliste se sont accentuées au point qu'un jour, cela devait éclater. Et ça a éclaté notamment dans l'année 2008, comme nous l'avons su avec la crise financière et monétaire mondiale. Nous voyons que dans le deuxième graphique, cette grande bulle qui est la bulle financière. La bulle financière, c'est-à-dire cette accumulation de capital financier qui domine l'ensemble de l'économie, alors que la petite boule à la droite de la grande, la bulle à la droite de la grande, c'est celle de l'économie réelle, c'est-à-dire de la production de biens et de services. Et nous voyons cette contradiction énorme entre la puissance du capital financier et la réalité de l'économie réelle. C'est pour cela que l'on a appelé cette économie une économie casino. Ceci nous amène à aller plus loin dans l'analyse. Et je prends ici, le fait que ce capitalisme financier a à sa disposition les instruments et les institutions qu'il faut, non seulement les institutions légales comme le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et l'ensemble de tout l'appareil financier international qui est au service de cette philosophie de l'économie, mais également toute l'économie criminelle, toute l'économie souterraine avec l'existence des paradis fiscaux dont vous voyez la carte ici dans le monde. Donc ce capitalisme a une réalité qui lui permet de se reproduire aussi sur le plan des institutions. Un économiste très important d'Amérique latine qui s'appelle Jorge Bernstein, qui est argentin et qui est historien de l'économie, a étudié ce qui s'était passé au cours des 100 dernières années par rapport au grand rythme économique dans le monde. Et il arrive à montrer que l'ensemble des grands rythmes économiques, que ce soit l'économie de la Grande-Bretagne, l'économie aujourd'hui des États-Unis, que ce soit la production de certains produits de base pour le développement de l'économie, sont entrés en crise progressivement de plus en plus et surtout dans la dernière période en crise généralisée. Donc il ne s'agit pas seulement d'une crise financière, il s'agit dans l'histoire de l'économie d'un aboutissement de l'ensemble des contradictions du système qui font que le système est en train d'arriver à la fin de son cycle historique, comme le disent certains auteurs, ou comme le dit Samir Amin, devient un capitalisme sénile. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait perdu sa force et surtout sa force d'agression, qui va se transformer précisément dans toute une série de réactions guerrières pour pouvoir garder, sauver le contrôle des sources énergétiques ou des sources des matières premières. Et cependant, au cours des dernières années, et le phénomène risque d'être accentué avec l'accès de M. Trump à la présidence des États-Unis, on assiste, selon Bernstein toujours, à une certaine diminution de ce qu'il appelle la globalisation, c'est-à-dire notamment du commerce international. Et nous voyons plusieurs signes, le Brexit, la Grande-Bretagne qui se retire de l'Union européenne, nous voyons Trump qui propose une économie de protection et une économie d'isolation des États-Unis par rapport à l'économie mondiale, et nous voyons le commerce international, en partie à cause d'un certain repli
du progrès économique, entre guillemets, de la Chine, et qui permettent de dire à certains, nous arrivons à la fin de cette période qu'on a appelée la globalisation, parce qu'aujourd'hui, nous avons des signes qui montrent l'épuisement de ce modèle. Mais la crise qui affecte le système capitaliste n'est pas seulement une crise financière, n'est pas seulement une crise monétaire, c'est aussi une crise dans un ensemble de situations. Je pense à la situation alimentaire dans le monde. Bien sûr, la FAO dit qu'il n'y a pas de problème. Physiquement, la planète peut nourrir les 7 milliards d'habitants que nous avons aujourd'hui et pourra nourrir les 10 milliards d'habitants que nous aurons dans 25 ans. Mais le système lui-même, aujourd'hui, étant en crise, le système, aussi bien dans sa partie productive, du capital productif, que du capital financier, a recherché de nouvelles frontières pour pouvoir continuer sa dynamique d'accumulation du capital, de plus de gains et plus d'accumulation. Et un des secteurs qui a été choisi par le capitalisme, notamment financier, c'est l'alimentation. Et nous voyons en 2008, ceci est un graphique qui nous montre à la bourse de Chicago, qui fixe les prix des grains, hein, le prix du soja. Mais les mêmes graphiques peuvent être donnés pour le maïs, pour le riz, pour le blé. En 2008, nous avons connu une augmentation énorme des prix des grains et des prix des produits agricoles qui, certains, ont doublé en moins d'une année et par conséquent ont permis une spéculation et ont permis une accumulation de gains du capital, alors que pendant la même période, selon la FAO, plus de 150 millions de personnes dans le monde sont tombées en dessous de la ligne de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de la ligne de la faim, à cause de cette logique du système capitaliste qui s'est investi dans le secteur agricole. Mais non seulement il y a eu ce phénomène qui est un phénomène de type conjoncturel, mais il y a la contre-réforme agraire que l'on connaît dans le monde entier au cours des 30 dernières années et qui a centré le développement de l'agriculture sur les monocultures souvent d'exportation, en tous les cas pour le continent latino-américain et pour le continent africain, et qui est profondément destructeur de la nature, de l'environnement, mais aussi des populations paysannes et des populations indigènes en particulier. Nous voyons ici quelques photos de ce que c'est que cette monoculture, et nous y reviendrons encore tout à l'heure. Ceci nous a amené aussi à nécessairement à voir quelles sont les possibilités de la planète de continuer dans cette logique d'une utilisation des richesses naturelles de manière absolument irrationnelle, en principe selon une orientation rationnelle, car seule la rationalité du capitalisme est acceptée, et qui produit finalement, par l'accumulation de ces soi-disant rationalités, une irrationalité complète par rapport au bien-être de l'humanité. Et nous voyons qu'au cours des dernières années, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la période néolibérale, il y a eu une surexploitation des richesses naturelles, notamment de l'énergie, mais aussi des autres richesses, et qui arrivent à des aboutissements prévisibles de l'impossibilité pour la planète de continuer à produire les biens qui sont utilisés aujourd'hui pour la consommation quotidienne des gens. Et nous voyons en effet que les dates d'expiration, les dates d'épuisement des richesses principales que nous utilisons aujourd'hui sont relativement rapprochées, peu importe la date exacte, ça ne revient pas à 10 ans près, mais dans 40 ans, il n'y aura plus de pétrole, dans 60 ans, il n'y aura plus de gaz naturel. En attendant aussi l'antimoine, l'argent, l'or, le zinc, l'étain, le plomb,
tout ce que nous utilisons, le cuivre, tout cela a une vie limitée dans la logique de l'exploitation que nous connaissons aujourd'hui et du capitalisme. Le capitalisme a une logique à court terme, une logique d'exploitation à court terme et ne pense pas au long terme. Il pense toujours que la technologie va résoudre les problèmes. Et donc nous nous trouvons devant une situation aussi d'épuisement progressif des ressources naturelles de la planète. Cela se manifeste notamment sur le plan de l'énergie. Nous avons utilisé de l'énergie au cours des 50 dernières années de manière, sur le plan global bien sûr, surtout les pays évidemment, les pays dits développés, de manière tellement irrationnelle qu'on est arrivé aujourd'hui à une situation qui s'exprime dans ce graphique. Tout ce qui est blanc et gris, qui concerne la période entre 2000 et 2100, signifie le manque d'énergie que l'on va avoir dans le monde. Donc un manque d'énergie, un manque de possibilité de continuer le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, basé sur les énergies que l'on utilise aujourd'hui. Évidemment, vous direz, mais il y a de nouvelles énergies qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train d'exploiter. Il est vrai aussi que le système capitaliste a bloqué la recherche scientifique, a bloqué les applications technologiques qui n'étaient pas dans la ligne de ces avantages immédiats de l'utilisation, par exemple, du pétrole ou du gaz ou du charbon. N'empêche que nous nous trouvons devant un très grand problème qui, évidemment, pose problème aussi aux capitalistes. Alors, quelles sont les solutions que, notamment sur le plan de l'énergie, on a essayé de trouver? Eh bien, c'est de développer notamment l'agroénergie. Il se fait que j'ai un peu étudié plus ce problème. J'ai publié un livre sur l'agroénergie et qui précisément montre que, soi-disant, cette production d'énergie verte, l'éthanol, le biodiesel, dit-on bio, alors que les paysans disent non, pas bio, parce que bio, ça veut dire la vie, et pour nous, c'est la mort. Et la Via Campesina refuse le terme de bioénergie. On parle d'agroénergie, ça c'est correct. Alors, la solution immédiate du capitalisme, c'est le développement des agroénergies. Nous voyons ici une carte de l'Indonésie. Tout ce qui est en couleur, ce sont les terres prévues pour développer l'agroénergie. L'exportation, notamment pour de la palme africaine, l'exploitation de la palme africaine, de la canne à sucre et d'autres, le soja, tout ce qui permet de produire de l'agroénergie pour répondre à la difficulté de continuer à produire l'énergie pétrolière. Ceci nous montre toujours aussi en Indonésie les résultats de cette politique. Nous sommes dans l'île de Sumatra, une des grandes îles de l'Indonésie. Et nous voyons en 1900, vous avez la première carte en rouge, ce sont les forêts originales de l'Indonésie qui forment avec la Malaisie le grand réservoir de forêts de l'Asie, similaire plus ou moins à l'Amazonie en Amérique latine. Nous avions la carte en 1900. Ensuite, 1960, à droite. En bas, à gauche, l'année 2000. Et finalement, l'année 2010. Nous voyons une destruction complète des forêts originelles dans ce pays de l'Indonésie. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, une destruction de la nature pour essayer de remplacer les sources d'énergie qui commencent à diminuer. Il en est de même pour l'Amazonie. L'Amazonie qui est un de ces poumons de l'humanité, qui se trouve en Amérique du Sud, qui régule tout le système des pluies et du climat de l'Amérique du Sud, est en train d'être agressée par tous les pays qui ont un morceau d'Amazonie, que ce soit les pays libéraux ou les pays progressistes, tous sont en train de détruire l'Amazonie, au point que la FAO déclare, dans 40 ans, il n'y a plus de forêt amazonienne. Il y aura
une savane avec quelques bois. Et donc toutes les fonctions de la forêt amazonienne auront disparu. Ce qui est une catastrophe naturelle, mais aussi une catastrophe sociale pour les 30 millions de personnes qui vivent en Amazonie, et plus particulièrement les peuples indigènes. Donc cette logique est en train, progressivement, de détruire les bases même de sa propre richesse. Je pense aux mines à ciel ouvert. Ceci est une mine du Brésil, la mine de Vale, qui est une des grandes mines de fer, la deuxième plus grande mine de fer du monde, avec ce que signifie comme destruction écologique, une mine qui aujourd'hui a plus de 60 000 km² de concessions pour se développer à l'intérieur même de la forêt amazonienne. Rien qu'en 2013, le Brésil a détruit l'équivalent de 21 fois la Belgique de la forêt amazonienne. Donc, les solutions que le capitalisme recherche, de même que la monoculture, ceci est un exemple très frappant de la monoculture ici au Brésil, du soja, et qui montre aussi l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une agriculture moderne, qu'est-ce que c'est que la modernité, de moderniser une société, et qui se fait sans tenir compte de l'ensemble des facteurs. Cette agriculture moderne, qu'est-ce qu'elle ne détruit pas comme environnement, qu'est-ce qu'elle ne détruit pas comme population paysanne ou population indigène. Voici la carte de la déforestation dans le monde d'aujourd'hui. Le rouge, c'est ce qui est déforesté, et nous voyons que les continents du Sud continuent à être détruits. Détruits pas uniquement par eux-mêmes, mais détruits par la logique des multinationales qui imposent au continent du Sud d'être les producteurs de matières premières, d'être les producteurs de produits agricoles et par conséquent de détruire leur propre environnement. En vert, par contre, ce sont les endroits où l'on commence à refaire de la forestation, et comme vous le voyez, c'est en Chine qu'on est en train de faire l'effort le plus important pour le moment. Je continue dans l'ensemble des crises, donc une crise alimentaire, une crise énergétique, une crise des matières premières, mais aussi tout doucement une crise qui affecte l'ensemble des écosystèmes de la planète. Ces deux graphiques nous montrent, ces deux graphiques nous montrent justement les projections concernant le réchauffement de la Terre, avec les différentes possibilités, soit de possibilités de très grand réchauffement, soit possibilité de limiter le réchauffement dans certaines mesures. Et nous avons vu que les Nations Unies s'occupent de cela. La COP 21 de Paris ou celle dernièrement du Maroc, de Marrakech, et la prochaine qui va être, je pense, en Amérique latine, sont évidemment des efforts des Nations Unies pour essayer de contrôler cet effet, mais que l'on n'analyse pas souvent en tant qu'effet du système capitaliste. Et ce qui est grave, précisément, surtout la conférence de Paris, c'est qu'on est arrivé à des accords, encore que ce soit des accords qui ne soient pas contraignants, des accords purement volontaires, de sorte que M. Trump va pouvoir détruire tout ce qui a été prévu par M. Obama, parce que ce n'est pas un accord qui lie de façon juridique les pays. Et on a vu, après la conférence de Paris, les grandes multinationales se réjouir de ce qui s'était passé à Paris. Le président de Nestlé, le président de Monsanto et d'autres encore, tout simplement parce qu'ils ont obtenu, grâce à leur lobbying à l'intérieur des Nations Unies, que les décisions qui soient prises soient, comme on le dit en anglais, market friendly, c'est-à-dire respectent les lois fondamentales du marché. On n'a pas remis en question les lois du marché, la loi de la valeur du système capitaliste. Donc voilà encore un autre élément, et je termine avec celui-ci, qui est le graphique bien connu du PNUD,
déjà depuis longtemps, et que l'on appelle la coupe de champagne. Eh bien, cette coupe de champagne, en effet, exprime de façon remarquable ce que c'est que la logique et la philosophie du capitalisme. Ce graphique montre la répartition des richesses dans le monde par 20%, chaque fois, couche de 20% de la population. Et nous voyons que les 20% supérieurs absorbent 84 ou 85% des richesses mondiales et que les 20% inférieurs doivent se contenter de se partager 1,6% de la richesse mondiale. C'est donc la construction d'une société essentiellement inégale, la concentration non seulement de la richesse, mais évidemment aussi du pouvoir de décision économique, du pouvoir de décision politique, du pouvoir de décision militaire. Et c'est cela qui fait la logique fondamentale du capitalisme. Nous pouvons dire que cette philosophie est construite sur, d'une part, le capital comme moteur de l'économie, comme unique moteur de l'économie, et par conséquent, tout le reste doit suivre. Il faut que l'on organise l'économie, que l'État aide aussi l'économie à permettre les gains du capital et donc l'accumulation du capital, car c'est le seul moyen de prévoir la croissance d'une économie nationale ou internationale. Sur base de cette croyance, car c'est une croyance, elle n'a pas de base empirique. La base empirique est contradictoire. Pourquoi? Parce que ce capitalisme est construit sur deux piliers fondamentaux. Tout d'abord, la concentration de la richesse, et nous le voyons avec le graphique du PNUD. Et deuxièmement, l'ignorance de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire ce qui est externe à la logique du marché et à la logique du capital. Ça veut dire ce qui n'est pas payé par le capital ou par le marché, les dommages naturels et les dommages sociaux ne sont pas payés par le capital et par le marché. Et donc, ils n'entrent pas dans le raisonnement philosophique du marché. Ils sont payés par la terre-mère, c'est-à-dire la destruction de la nature, et ils sont payés par les gens, par les sociétés, par les communautés, par ceux qui doivent migrer, par les individus. Ils n'entrent pas dans la logique du marché. Et donc ces deux piliers de la concentration, d'une part, des moyens et de la richesse, et d'autre part, de l'ignorance des externalités, font ce qui est, si vous voulez, l'essence de la philosophie du capital. Face à cela, et c'est mon deuxième point qui sera très rapide, quelle solution? Quelle solution? Je crois que la première chose, c'est que nous devons continuer les analyses et les préciser de pays en pays pour voir comment cela se manifeste de façon concrète, en dehors de tous les slogans, en dehors de toute la propagande que peut avoir le système capitaliste, en dehors même aussi d'une certaine idéologie peut-être inspirée par le socialisme, mais qui reste au niveau du langage. Nous devons être concrets, analyser les réalités concrètes. Et donc, nous nous trouvons devant trois formes de solutions. Première solution, et c'est ce que nous voyons en Europe, aux États-Unis, face à la crise du capitalisme, plus de néolibéralisme. Accentuer la période néolibérale qui n'est simplement une période du système capitaliste. Non. Accentuer le néolibéralisme, des politiques d'austérité, des politiques de réduction des dépenses de l'État, des politiques qui suppriment pratiquement une bonne partie des avantages que notamment la classe ouvrière ou des autres classes sociales subalternes ont pu obtenir grâce aux luttes sociales des dernières décennies ou du dernier siècle.
de réduire cet ensemble pour remettre l'accent sur la faveur au système de valeurs du système capitaliste, de manière à relancer l'économie, puisque le dogme est seul le capital peut être le moteur de l'économie. Et nous voyons ainsi des pays entiers, des régions entières se lancer dans le néolibéralisme pour essayer de corriger les défauts et les excès et les effets du néolibéralisme lui-même. Première solution. Deuxième solution, réguler le système. L'idée que le système économique capitaliste ne se régule pas par lui-même. Le marché ne se régule pas par lui-même. Donc il faut des institutions qui régulent le marché, notamment l'État. Et c'était l'idée de Keynes, le keynésianisme entre les deux guerres, pour essayer de reconstruire l'économie, mais sur des bases d'intervention de l'État qui régule le marché. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans une économie globalisée, réguler le marché, ça signifie le faire aussi sur un plan international. Comment réguler le marché de manière internationale avec des organismes comme le FMI, comme la Banque mondiale, etc. Et ça a été le travail de la commission Stiglitz. Camille l'a rappelé que j'avais été membre de cette commission qui était composée d'économistes. J'étais le seul non-économiste dans cette commission. Et cette commission, qui était néo-keynésienne, est arrivée à des conclusions assez radicales, qui d'ailleurs n'ont pas été acceptées par les Nations Unies, par la conférence spéciale des Nations Unies sur la crise économique, parce qu'elles étaient trop radicales, même à l'intérieur du système. Mais ne remettaient pas le système en question. La philosophie du système permettait de dire, oui, il faut supprimer les paradis fiscaux, il ne faut plus que le dollar soit la seule monnaie d'échange, il faut réformer la Banque mondiale et le FMI, etc. Toute une série de mesures assez radicales, mais sans remettre en question la philosophie fondamentale du système. Et donc la troisième orientation, c'est celle que je voudrais développer en quelques mots maintenant, c'est de se dire, la crise est tellement sérieuse, nous sommes arrivés, comme le disent certains, à la fin du cycle historique du système capitaliste, qui doit être une parenthèse dans la vie de l'humanité, et nous devons rechercher pas seulement réguler le système, mais chercher une alternative et des alternatives au système capitaliste. Alors comment peut-on chercher des alternatives et qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? L'idée que j'ai développée dans la petite brochure sur le bien commun de l'humanité est se dire il faut passer d'un paradigme de mort, qui est celui du capitalisme, mort de la nature et mort de millions d'individus, à un paradigme de vie. Un paradigme où l'organisation collective de l'humanité sur la planète permet de créer la vie, permet de reproduire la vie, permet d'améliorer la vie. Et pas seulement la vie des êtres humains, la vie de l'ensemble de la planète. Alors bien sûr, ça peut paraître très beau, mais aussi une idée qui flotte dans les nuages, c'est-à-dire une utopie dans le sens négatif d'utopie, une illusion. Alors si on n'arrive pas à concrétiser ça, en effet, c'est une philosophie tout à fait idéaliste, qui ne tient pas compte des réalités. Alors, si nous voulons développer, dans la ligne d'ailleurs d'une pensée marxiste, une autre philosophie que celle du capitalisme, nous devons partir des réalités concrètes. Et là, je vois 4 réalités concrètes qui correspondent à l'essence même de la construction des sociétés humaines, de toutes les sociétés et de tous les temps. Primo, le rapport à la nature. Il n'y a aucune société qui peut vivre sans un rapport à la nature, que ce soit des sociétés simples ou des sociétés complexes. Ce rapport à la nature est défini par le capitalisme comme la nature, un objet d'exploitation. On exploite la nature, l'extractivisme et tout ce que vous voulez, sans tenir compte des externalités.
L'attitude nouvelle, c'est le respect de la nature. Le respect de la nature comme source de vie, de toute vie, de vie physique, de vie culturelle, de vie spirituelle. Et bien sûr, ça ne signifie pas ne pas extraire de la nature est généreuse. Ça ne signifie pas ne pas extraire, utiliser la nature, mais le faire en fonction des valeurs qui permettent la reproduction, la régénération de la nature. Aujourd'hui, nous exploitons la nature de telle manière qu'il nous faudrait une planète et demie pour pouvoir continuer le rythme d'exploitation de la Terre que nous connaissons. Et si tout le monde consommait comme aux États-Unis, il nous faudrait 4 planètes. Le seul problème, c'est que nous n'en avons qu'une seule. Donc, une nouvelle attitude qui, sur le plan pratique, peut se réaliser de façon très concrète. Par exemple, c'est plus possible d'accepter la propriété privée ou corporatrice, d'ailleurs, des richesses naturelles. C'est un patrimoine commun. On ne peut plus accepter la mercantilisation des éléments essentiels pour la vie, c'est-à-dire les semences ou l'eau. Le deuxième aspect, et je suis très rapide pour ne pas laisser le temps après ça aux questions, deuxième aspect, quel type de production des biens de la base matérielle de la vie? Il n'y a aucune vie sans une base matérielle. Alors, dans le capitalisme, la base matérielle, c'est l'exploitation, bien sûr, et c'est surtout la mise en valeur de la valeur d'échange. La valeur d'échange par rapport à la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est ce qui sert quand nous en avons besoin, les besoins de l'humanité de façon rationnelle. La valeur d'échange, c'est la seule base pour le gain du capital et pour l'accumulation du capital. Donc pour le capital, il n'y a qu'une seule valeur qui compte, c'est la valeur d'échange. Tout doit devenir marchandise, sinon on ne contribue pas à l'accumulation du capital. Donc nous devons tâcher de revoir cette philosophie de base de la valeur d'échange par rapport à la valeur d'usage. Et cela aussi des applications très concrètes. On ne peut plus accepter l'existence de paradis fiscaux, ni la domination du capital financier sur l'économie mondiale, ni le secret bancaire, etc., etc. Le troisième aspect, ce sont des processus démocratiques pour l'organisation collective, dans tous les domaines, pas seulement politiques, mais également économiques. Rien de moins démocratique que l'économie capitaliste qui concentre précisément le pouvoir de décision. Mais de façon généraliser les processus démocratiques dans tous les rapports sociaux, y compris les rapports hommes-femmes, et dans toutes les institutions sociales, y compris les institutions de type syndical, de type culturel, de type religieux, etc., de manière à redonner au sujet la place qui lui revient dans la construction sociale. Et finalement, l'interculturalité, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les cultures de participer à la construction de ce nouveau paradigme, de toutes les cultures, de tous les savoirs, de toutes les philosophies, de toutes les spiritualités pour construire ce nouveau paradigme. Bien sûr, et là je laisse cela à la discussion, viendront toute une série de questions, c'est-à-dire, est-ce que nous pouvons construire le socialisme du jour au lendemain? Et je crois que c'est non, étant donné les rapports de force. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de construire des transitions. Et là, nous pourrons peut-être y revenir tout à l'heure. De même que la question de savoir quels sont les acteurs qui seront capables de prendre en main cette nouvelle construction. Mais de toute façon, d'un point de vue général, je crois qu'il est important d'affirmer que c'est la logique, que c'est la philosophie fondamentale du capitalisme qui doit être remis en cause pour reconstruire une nouvelle logique que nous voyons déjà se présenter dans les milliers et milliers d'initiatives peut-être locales qui n'ont pas encore une force suffisante pour véritablement être un défi pour la philosophie du capitalisme, mais qui existent dans le monde entier et qui forment la base de l'espérance que nous pouvons avoir. Merci beaucoup. On va faire place maintenant à une petite pause musicale.
et on revient après la pause musicale pour prendre les questions et commencer la discussion. Le lecteur critique de ma thèse de doctorat et aussi le promoteur de cette thèse. Donc, je le remercie vivement d'être ici en Haïti ce soir. Je connais très bien la pensée de François Houtard sur cette question-là, mais j'ai une petite question concernant un élément que je ne vois pas trop dans les solutions. Et par exemple, si on considère la réalité du monde, environ 50% de la population mondiale vit dans les villes. Et comment est-ce qu'on va, dans le cadre de ces solutions-là, considérer la valeur travail ? La valeur travail, évidemment, qui implique une autre question, la question de la propriété privée. Est-ce qu'on doit toujours considérer cette question de la propriété privée en termes de gestion de cette propriété, de l'appartenance de cette propriété, appartenance individuelle, toujours appartenance individuelle, appartenance collective ou contrôle de cette propriété-là, quid de la propriété privée et quid évidemment de la valeur travail dans le cadre de ces solutions alternatives face au capitalisme. Juyo Vanny Saint-Ville. Bonsoir. Ma question est la suivante. Le simple fait de poser la question, le socialisme est-il encore possible? Ça met en évidence que le capitalisme a une certaine suprématie. Donc, on est obligé d'être sceptique quant à la montée d'un idéal capitaliste. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le système capitaliste qui a déjà toute, une sorte de succursale, une série de succursales qui se multiplient un peu partout, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau économique et politique dans le pays. Si on prend le cas du ministère de l'économie et des finances, où il y a une succursale de la Banque mondiale qui est à l'intérieur et qui est en train de réguler les décisions prises par le même ministère. Donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'il sera possible de renégocier avec les tenants du système capitaliste pour la montée d'un idéal socialiste dans les pays où le capitalisme est en train de sortir ses griffes pour s'accaparer de toutes les idéaux et se diffuser un peu plus. Nous appelons maintenant Michel Fritz Hériol. Bonsoir à tout le monde, spécialement à Monsieur François. Et Monsieur François, je vous ai suivi attentivement. Je vois que vous portez un discours éminemment gauchiste, un discours foncièrement capitaliste et socialiste, je vous comprends. Ce n'est pas forcément un discours intellectuel, c'est un discours beaucoup plus militantiste. Et moi-même, je suis en train de me poser cette petite question. Est-ce que, et je vous la pose également, est-ce que le vrai problème de l'humanité, le vrai problème de la planète est un problème de système ou un problème de mode d'utilisation et d'implémentation de système? Autre volet de ma question, est-ce que le système capitaliste n'est pas autant socialisant que le système socialiste est capitalisant? Merci. Bon, pour autant que j'ai bien compris les différentes questions, ayant un petit peu de difficultés d'audition quand les haut-parleurs sont plantés dans l'autre sens, les questions sont surtout des questions d'application, c'est-à-dire des questions concrètes. Et elles sont importantes parce qu'une philosophie ne se construit qu'au départ du concret. Et une philosophie, une réflexion philosophique, selon la perspective que nous développons, n'est pas seulement destinée à rester dans les discussions académiques, mais bien destinée à réfléchir sur une réalité de manière à la transformer. Alors, les quelques questions que je retiens, c'est donc notamment que signifie le travail
à la fois dans la philosophie du capitalisme et dans la philosophie éventuellement du socialisme, et que signifie la propriété privée. Si nous prenons le travail, il est clair que la théorie fondamentale de Marx est que c'est le travail qui est la seule source de valeur. C'est le travail qui crée la valeur. Et que c'est le capital qui exproprie une partie de cette valeur en fonction de ses propres intérêts. Et que par conséquent, les bénéfices du capital ne sont pas le fruit d'une logique, sinon le fruit d'une désappropriation d'une partie du travail, de ce que vaut le travail par rapport à la production que ce travail a produit. Donc c'est que le bénéfice du capital se construit sur une expropriation du travail et du produit du travail. Donc, dans ce sens-là, le travail est évidemment assez central dans la critique du capitalisme, dans la critique que fait Marx du capitalisme. Bien sûr, on a beaucoup discuté aujourd'hui, les temps derniers, sur ce qu'est précisément les profits du capitalisme financier, qui apparemment ne se construit pas sur l'expropriation du travail, mais bien sur les produits dérivés, sur ce capitalisme, cette économie de casino qui font qu'il y a moyen de faire des profits simplement sur l'argent lui-même. Alors, dans quelle mesure est-ce que la théorie marxiste de l'expropriation du travailleur du produit de son travail est encore valable? Tout ça peut être discuté. Dans une perspective socialiste, le problème est de redonner à l'acteur travailleur la propriété de son travail, c'est-à-dire lui donner la possibilité de pouvoir véritablement vivre de l'activité qu'il a lui-même développée dans son travail. Avec un accent, c'est vrai, qui est mis sur le collectif. Je me rappelle avoir étudié d'assez près la réforme agraire du Vietnam du Nord, dans une commune vietnamienne, et constater que précisément le résultat positif de cette réforme agraire avait été construite sur la manière de réaliser le travail de manière plus rationnelle, avec une part de collectivisation du travail pour la production du riz et d'autre part la possibilité de continuer pour le paysan à produire sur une petite parcelle autour de sa maison d'autres produits peut-être plus intéressants au point de vue économique, c'est-à-dire des légumes, du petit bétail, des poulets, des poissons dans une petite mare autour de la maison, et qui lui produisait, lui fournissait pratiquement 60% de son revenu. Alors la combinaison entre ces deux formes de travail a permis à la réforme agraire du Vietnam du Nord de transformer profondément toute la vie économique, mais aussi sociale et culturelle des campagnes. Donc, c'est revaloriser le travail sous une forme soit collective, soit même individuelle. Bien sûr, l'ultra-collectivisation, qui a été le fait surtout de l'Union soviétique, par exemple, ou même à Cuba, en partie à cause de l'influence soviétique pendant plus de 20 ans, a fait que l'on a envisagé la forme socialiste, notamment du travail, que sous la forme étatique.
tout le monde est devenu un travailleur de l'État, hein. Même celui qui cire les bottes et fait nettoyer les souliers. Bon, c'est un employé de l'État. Alors, c'était poussé de façon extrême la vision, l'aspect collectif du travail, qui a eu évidemment aussi ses aspects totalement négatifs. Alors qu'il y a moyen de penser autrement les formes sociales du travail. Pour ce qui est de la propriété privée, nous avons connu au XIIe siècle, au XIIIe siècle, une nouvelle pensée philosophique en Europe qui a été le thomisme, de Thomas d'Aquin, qui était un dominicain et qui a eu ce génie de reprendre la tradition de la philosophie grecque, notamment sur le plan de sa logique, via d'ailleurs les penseurs arabes qui avaient transmis cette philosophie grecque, et d'essayer de réadapter la pensée philosophique qui avait des bases religieuses, qu'il évidemment n'avait pas reniées, mais de le repenser en fonction de la situation nouvelle, d'un certain mercantilisme qui est en train de se développer en Europe, et en affirmant que ce qui était de droit naturel, c'était la propriété collective, de la terre notamment, et que la propriété privée ne pouvait être acceptée que dans la mesure où elle respectait des fonctions sociales. Donc Thomas d'Aquin a accepté l'idée d'une propriété privée, mais en ajoutant qu'elle n'était légitimée que si elle avait une fonction sociale, mais affirmait que le droit naturel fondamental était la propriété collective. Ce qui s'est passé après avec le développement du capitalisme, d'abord comme forme économique, et puis aussi comme forme de pensée et de philosophie, c'est avec surtout les Anglais, Hume et Locke, un renversement qui a fait dire à la philosophie que le droit naturel, c'est la propriété privée. C'est la propriété privée qui est de droit naturel. Et tout le reste suit, c'est-à-dire toute la logique du système capitaliste suit dans ce genre de position philosophique, qui a été une transformation complète de l'expression du droit naturel, soit sous sa forme qui est sous sa forme collective selon Thomas d'Aquin, ou sous sa forme individuelle selon les philosophes anglais de la Renaissance. On va passer à un deuxième espace de questions. Et François pourra compléter sa réponse en intervenant sur les prochaines questions. Nous appelons d'abord Marc Kender Jean. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous félicite, monsieur l'intervenant, et bonsoir à vous, monsieur le modérateur. Mes commentaires et ma question ne sont que d'un simple élève du lycée Anténor Firmin en classe de philo nommé Marc Kender Jean. Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Outta, le socialisme n'est pas une simple logique à court terme, car il est manifestement inscrit dans nos pratiques socio-culturelles et est perpétué par l'Occident et contrôlé par l'Occident qui contrôle le marché et l'économie mondiaux. Ma question est formulée ainsi. Est-ce qu'on peut parler de socialisme sur un plan mondial pendant que le monde est tourné vers l'Occident qui est considéré comme figure de proue du mode de socialisation et du capitalisme? Webster Corneille. Alors, bonsoir. Merci pour la communication. Moi, je voulais justement communiquer un souvenir du conférencier, c'est avec le livre « Haïti et la mondialisation de la culture ». C'est au début des années 2000, avec le professeur Ansel Rémy. Moi, je crois que c'est un livre, et pour vous dire avec regret que la situation n'a pas trop évolué par rapport au constat qui a été fait, justement, et à l'orée du 21e siècle à travers ce livre. Moi, je voulais surtout intervenir, non pas sur le capitalisme ou le socialisme, mais par rapport à certaines données, comme l'Oxfam France, qui vient de publier un rapport qui mentionne que 8
personnes au monde, ou encore 8 puissants détiennent je voulais dire que le capital de 3,5 milliards de personnes dans le monde. C'est un constat qui a été fait cette semaine. Et parmi ces 8 puissants, il y a Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, qui est un nouveau multimilliardaire. Ce que j'arrive à comprendre par rapport à ça, c'est surtout avec le socialisme ou encore la montée de la puissance du capitalisme que j'arrive à comprendre et l'inefficacité du socialisme et qui est difficile à répondre à certaines questions auxquelles sont posées à travers le capitalisme. Comme par exemple, je crois, dans l'une des conférences que vous avez travaillé pour le JOC, vous avez encore mentionné que Marx a reconnu que le capitalisme a produit beaucoup plus de valeur dans le monde. Alors, je crois que l'inefficacité du socialisme réside dans le fait qu'il n'arrive pas à contrecarrer ce capitalisme-là, qu'il n'arrive pas justement à créer autant de valeurs pouvant concurrencer le capitalisme. Alors, je crois qu'il est difficile aujourd'hui et d'assister autant que possible à moins d'acteurs socialistes que possible dans le monde ou encore à moins de revendications socialistes à travers le monde. Merci. Nous appelons maintenant Absolu Rigal. Bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à professeur Dorvilliers. Bonsoir, monsieur Outa. Et la plupart des droitistes pensent que le système socialiste n'est pas compatible économiquement. Qu'en pensez-vous? Appelons maintenant Joseph Géoboam. Bonsoir à tous et bonsoir à monsieur Outa. Auparavant, on parlait d'inégalité sociale et économique. Je pense qu'aujourd'hui, en constatant les effets dévastateurs du capitalisme sur l'environnement, on devrait ajouter aussi une autre forme d'inégalité, c'est l'inégalité écologique. Ensuite, si nous considérons que les pays industrialisés et encore les grands occidentaux comme les plus grands pollueurs, et pourtant, ils sont les moins victimes du réchauffement climatique. Alors, et comme le professeur Outa prône une nouvelle philosophie pour contrecarrer le capitalisme, quel devrait être le rôle de cette nouvelle forme de philosophie dans la lutte contre ces grands pays pollueurs? Parce que le réchauffement climatique a des conséquences sur le climat, sur la culture, sur la santé particulièrement. Bien. Il y a beaucoup de questions, même encore quelques-unes à laquelle je n'avais pas répondu la première session, du premier groupe. Et je voudrais résumer. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est pour ça que j'ai un peu évité même le nom, dans les travaux que j'ai faits, le nom socialisme. Parce que socialisme, c'est quoi? C'est Staline? C'est Pol Pot? C'est Tony Blair? C'est François Hollande? Tous se disent socialistes. Alors, ça veut dire qu'on se trouve devant une confusion intellectuelle et une confusion des concepts. Donc, essayons provisoirement d'éviter le mot pour après arriver à une conclusion. Et pour éviter la confusion intellectuelle, ma déformation professionnelle de sociologue m'invite à regarder les faits. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? À ce moment-là, nous devons aussi étudier les expériences qui ont voulu être post-capitalistes. Des expériences réelles, par exemple l'Union soviétique et le bloc des pays socialistes européens, par exemple la Chine, le Vietnam, par exemple les pays progressistes, entre guillemets, de l'Amérique latine, ont tous été des projets qui se voulaient plus ou moins post-capitalistes, en tous les cas post-néolibéraux. Parce que je crois que l'hypothèse pour les pays progressistes d'Amérique latine, c'est qu'ils sont post-néolibéraux, mais ils ne sont pas post-capitalistes.
Bon, ceci entre parenthèses. Alors, quand nous examinons cela, nous nous rendons compte que le socialisme n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est un processus. C'est une construction qui, au départ d'un système capitaliste qui est devenu mondial, essaye par essai et par erreur d'essayer de construire une autre logique que celle qui mène l'humanité à sa propre destruction, comme le disait Karl Marx. Karl Marx a bien dit, le coût du capitalisme, c'est la destruction des deux bases de sa propre richesse, la nature et le travail humain. Alors quand nous examinons ces différents essais, ces différents échecs, mais aussi ces différentes réussites, nous pouvons, de façon empirique, essayer de poser les questions et d'essayer d'arriver à une réponse. Et nous voyons que, par exemple, l'Union soviétique, après maintenant 20 ans ou 30 ans de chute du mur de Berlin, nous pouvons quand même prendre une certaine distance et avoir une certaine objectivité par rapport à ce qui s'est passé en Union soviétique. Et de se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu un échec, mais aussi de voir quels ont été les succès. Comment une société, on dit que le socialisme n'était pas efficace, mais après une guerre mondiale qui a tué 20 millions de personnes, l'Union soviétique s'est redressée économiquement et est devenue le premier pays qui a envoyé un satellite. Donc qui a développé la technologie, la science, les connaissances. Il y a eu des réalités positives, qui a réussi à donner à l'ensemble de sa population un niveau de vie qui était un niveau de vie relativement appréciable sur le plan social et sur le plan culturel. Nous ne devons pas nier cela. Mais c'est aussi un échec. C'est un échec parce que c'est construit une nomenclatura, parce que c'est construit un mode très peu démocratique d'organisation de la société, parce que le socialisme a dû se construire sur la guerre. Il n'y a aucun pays socialiste dans le monde qui a pu essayer de se construire sans une guerre qui est provoquée par les éléments du monde capitaliste, que ce soit la Russie, la Chine, l'Angola, le Mozambique, tous. Et par conséquent, on a commencé par construire un socialisme de guerre, c'est-à-dire un socialisme autoritaire. Et c'est la manière la plus mauvaise de construire le socialisme. Alors nous devons essayer d'analyser cela pour voir justement la construction du socialisme comme un processus, et un processus que nous devons regarder et analyser de manière critique. Ceci dit, d'un point de vue pratique et concret, comme ce n'est pas une réalité que nous pouvons construire du jour au lendemain simplement par une décision politique ou par une révolution qui a fait le grand soir, nous devons nous demander comment pouvons-nous nous inscrire dans ce type de processus qui nie la logique fondamentale du système capitaliste. Et là se pose le problème des transitions. Bien sûr, redéfinir constamment l'objectif fondamental de qu'est-ce que c'est qu'un paradigme de vie, mais en même temps le traduire dans la réalité par dire quelles sont les transitions que nous pouvons adopter aujourd'hui dans les circonstances concrètes de chaque pays pour construire progressivement une autre logique, une autre philosophie de la vie collective humaine sur la planète. Et c'est là que nous pouvons trouver des formules très concrètes. Par exemple, l'agriculture paysanne, par exemple, l'économie solidaire, populaire, par exemple, de nouvelles politiques fiscales. Dans tous les domaines, nous pouvons trouver des pas en avant qui nous font avancer vers la construction de ce nouveau paradigme, qui ne peuvent pas être simplement une adaptation du capitalisme aux nouvelles demandes écologiques ou sociales qui font qu'aujourd'hui, on parle du capitalisme vert ou du capitalisme social ou du capitalisme moderne, mais qui restent fondamentalement dans la philosophie du capitalisme. Et je termine par une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais rendu au FMI à Washington et j'avais eu des réunions avec Michel Camdessus, qui était le directeur du FMI.
Et un soir, dans une réunion informelle, il nous avait dit, un petit groupe qui était là, « Ah, pour moi, le FMI, c'est la construction du royaume de Dieu. » Alors, comme nous étions un peu interloqués par ce genre d'affirmation, on n'a pas continué de discussion le soir, mais le lendemain, quand il nous a reçus dans la salle du conseil d'administration du FMI à Washington, il nous a fait un discours sur ce qu'était le FMI et quelle était la fonction du FMI dans l'économie mondiale. C'était un discours admirable, admirablement construit, hein, d'une logique parfaite, tout à fait cartésienne, au point que, après ça, il nous a offert un sandwich, et en faisant la file pour les sandwichs, je me suis trouvé à côté de lui, et je lui ai dit, mais monsieur Camdessus, comment se fait-il qu'un discours comme vous l'avez fait, qui est tellement logique, tellement bien construit, et quand on va sur le terrain, on voit que ça provoque des catastrophes sociales et même des catastrophes économiques. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne définissez pas le marché comme un rapport social? Il s'est arrêté pendant quelques secondes et puis il s'est fâché tout rouge et il a dit non, vous avez tort, le marché n'est pas un rapport social. À ce moment-là, j'ai eu l'illumination, j'ai compris quelle était la logique du système capitaliste. Une fois que l'on estime que le marché n'est pas un phénomène de construction sociale, mais est la réalité du droit naturel et la réalité finalement de la création divine, ben à ce moment-là, tout le reste est logique. Tout le reste est logique. On entre dans une logique dont on ne sort pas et qui débouche sur l'organisation du système capitaliste. Donc il y a un problème de base, de philosophie de base, notamment d'analyser le marché comme un rapport social fondamentalement inégal dans la situation actuelle. Donc, c'est un ensemble de réflexions, je crois, qui doit se situer dans la construction de transition, le socialisme, la construction du socialisme étant un processus, et un processus qui, évidemment, peut provoquer des réalités favorables comme des échecs et comme des déviations également. Les contraintes d'horaire nous obligent à mettre fin à cet échange. J'espère qu'il a été fructueux, qu'il vous inspire, et comme toutes les bonnes conférences, qui soulèvent beaucoup de questions. Et j'espère qu'on aura d'autres espaces pour continuer la discussion, en retenant évidemment le diagnostic accablant fait par François Houtard sur le système capitaliste, qui montre qu'avec les contradictions internes de ce système, c'est un système de mort, une logique de destruction, et notre responsabilité de lutter contre ce système pour instaurer une autre logique. Maintenant, comment instaurer une autre logique? François Houtard propose une vision très inspiratrice au niveau de plusieurs éléments, notamment la relation entre valeur d'échange et valeur d'usage, comment prioriser la valeur d'usage par rapport à la valeur d'échange, comment reconsidérer le processus de construction de la base matérielle de la vie et comment refaire la relation entre hommes, entre société et nature, entre cycle économique et cycle biologique, en recherchant une économie qui priorise les besoins de la vie et qui est articulée autour de la reproduction de la vie comme valeur essentielle et qui nous amène à une autre logique qui est la logique de la vie. Voilà, donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants et ce sont des éléments aussi qui nous poussent à une réflexion sur la question de la stratégie. Comment arriver à produire cette nouvelle société? François Houtard a parlé de transition, mais aussi il faudrait peut-être poser des questions sur quel est le moment et comment articuler une rupture avec le système capitaliste et comment arriver de façon efficace à avancer vers ce nouveau système. Et François Houtard nous rappelle que des milliers d'initiatives, des millions d'initiatives à travers le monde affirment cette nécessité déjà et cette volonté de créer une nouvelle logique. Donc François Houtard est avec nous pour une semaine.
Nous avons eu des débats extrêmement intéressants, notamment sur la question du tribunal populaire ce matin. Demain, il y aura un débat sur université, socialisme et défense des biens communs de l'humanité. Et nous aurons aussi des journées de travail sur la question du tribunal populaire. Donc je vous invite demain à la conférence qui aura lieu à la faculté d'ethnologie à 2h30, qui est une conférence qui va s'articuler autour de la proposition centrale de François, qui est la défense des biens communs de l'humanité. Mais au cours de cette conférence, nous aurons aussi la participation des représentants du collectif Justice Mine qui vont expliquer le travail de mobilisation et d'information qu'ils font autour de la question des exploitations minières en Haïti. Merci beaucoup. Nous séons celle, père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la toute bitin brûlée, faut non fin calculer. Yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Chérie, continue à sourire. C'est l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a passé. Ou dis-moi, prends-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'amour qu'a monté mon. Pour ça qui près, pour ça qui loin.